Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Le 47e président s'apprête à prendre ses fonctions. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Les habitants de Gaza dans l'espoir d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Dans les semaines à venir, les professionnels de l'agriculture vont élire leurs représentants. La trêve reste suspendue à la signature du cabinet de guerre israélien. Libération ou échange d'otages, on peut dire. He used to come to the White House to kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Et voilà, le sommaire de Poulain sans réserve. On est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. On va recevoir Pierre-Guillaume Mercadal, agriculteur et éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne, pour parler bien sûr de la crise des agriculteurs et la mobilisation. Où en sommes-nous avec bien sûr en toile de fond le vote pour les chambres d'agriculture qui est en train de se passer. On aura ensuite Philippe Carsanti qui est le représentant du comité Trump France pour parler dans 3 jours, J-3 et Trump est à la Maison-Blanche. Que va-t-il se passer? Il y a la transition vers d'autres réseaux que X de tous ceux qui décident de quitter X le 20 janvier. Et puis il y a surtout l'investiture de Donald Trump, évidemment à nouveau président des États-Unis. Et puis on parlera avec notre invité Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, auteur de Qui est le diable du diable. Alors Trump, Musk, etc. Mais aussi Bachar el-Assad, Poutine, le Hamas, le Hezbollah. On va parler bien sûr de cette trêve au Moyen-Orient, mais aussi du Liban et de géopolitique. 0827 300, excusez-moi. 0826 300, j'avais raison, je l'avais dans l'ordre. Vous pouvez joindre le standard, poser vos questions et réagir. On se retrouve dans un instant. On est ensemble jusqu'à 14h. Vous êtes sur Sud Radio. Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et notre invité pour commencer est Pierre-Guillaume Mercadal, agriculteur et éleveur de cochons laineux dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour. Bonjour. Alors on vous a vu bien sûr lors de la dernière mobilisation des agriculteurs qui souhaitaient monter sur Paris. On a vu une réponse plus que musclée de la part du ministère de l'Intérieur. Les blindés Centaure étaient sortis, mais aussi un nombre assez impressionnant de forces de l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette mobilisation? Est-ce que c'est un peu le dégoût? Est-ce que c'est la fatigue de voir que finalement c'est difficile de se faire entendre, même si François Bayrou a reçu, je crois, les représentants syndicaux agricoles lundi à Matignon? Alors, suite à l'annonce de mobilisation et à la mobilisation, on a effectivement obtenu un rendez-vous avec Monsieur Bayrou. Donc, on n'a pas bougé pour rien. Et puis, ça a permis que les médias parlent un peu plus de ce qui se passe dans le milieu agricole, expliquent de quoi on meurt, relayent nos revendications. Donc non, on n'a pas bougé pour rien. Le bilan est plutôt positif en réalité. Par contre, effectivement, sur le point de regroupement où moi j'étais, vous aviez à peu près 10 gendarmes mobiles pour un paysan. Donc il y avait 150 paysans pour nous tenir moins de 24 heures sous un hangar. L'État a dépensé environ 1 million d'euros parce il y avait 5 blindés Centaure, il y avait un hélicoptère en permanence, il y avait 10 forces de l'ordre pour un paysan, alors qu'on appelait à manifester sans dégradation et de manière tout à fait pacifique. Oui, vous vouliez simplement, c'est ça, arriver sur le Trocadéro, rencontrer les Parisiens, expliquer combien c'était important qu'il y ait une agriculture vivante en France. Et voilà la réponse du gouvernement. C'est quand même surprenant de voir qu'il faut toute cette débauche d'énergie pour arriver à se faire entendre. Mais je vais vous dire, on a vu des choses ahurissantes. Je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais le gouvernement avait déclenché un plan Vigipirate à Paris contre les paysans. C'est-à-dire que si un paysan arrivait avec quoi que ce soit dans sa voiture liée à la coordination rurale, c'était 135 € d'amende pour tous les occupants du véhicule et il devait quitter Paris. Nous-mêmes, on s'est fait chasser de Paris sans manifester et sans avoir les couleurs de la coordination rurale. Et tout ça est documenté, filmé, etc. Bon, ça donnera lieu à des suites. Donc vous êtes fiché en gros, parce que si vous arrivez sans bonnet jaune, sans rien, vous êtes quand même interdit de Champs-Élysées, interdit de Paris si c'est un jour de manifestation, c'est ça? C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et donc on a été traités comme les pires des délinquants. Bon, on a quand même réussi à contourner leur plan Vigipirate. Et en fait,
Oui, c'est dur ce qu'on a vécu et la façon dont on est traité, mais ça fait que renforcer la détermination. Parce que, vous savez, je vais vous donner 3 chiffres qui résument tout. Le monde agricole aujourd'hui, c'est pratiquement 8 tentatives de suicide par jour. Ouais. C'est un mort toutes les 36 à 40 heures. Et c'est un peu plus d'une ferme qui disparaît chaque heure. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Vous trouverez pas un paysan en France qui a pas soit un ami qui s'est suicidé, soit un ami qui a tenté de se suicider, et qui a pas autour de lui des gens qui sont dans une grande précarité, dans une grande détresse, et pour qui on n'est pas inquiet qu'ils se suicident. Donc, le combat, on le mènera pour les paysans, et ce qu'on espère, c'est être rejoint par la population, parce que le combat de la souveraineté alimentaire, c'est pas le combat juste des agriculteurs. Je veux dire, les gens peuvent mépriser les agriculteurs s'ils veulent, mais si la France perd sa souveraineté alimentaire, c'est tous les Français qui perdent, et c'est la France qui ne pèsera plus rien, en fait. Et une fois qu'on aura perdu l'outil agricole, pour le recréer ou refaire quelque chose, ça prendra des années, ce sera ingérable. Donc là, vous avez parlé en préambule des élections chambres, comme l'a dit notre présidente Véronique Le Floch, ça va être un référendum. On espère que les collègues ne se laisseront pas endormir par les beaux discours. Vous savez, dans mon département, c'est assez rigolo, la FNSE a refusé de recevoir Arnaud Rousseau, donc c'est dire ce qu'ils en pensent. Mais leur invité phare, ça a été Céline Imar, une députée européenne qui parle aussi bien que M. Rousseau et qui est aussi peu sincère que M. Rousseau, qui est dans le groupe d'Ursula von der Leyen au Parlement européen. D'accord, donc qui a signé le Mercosur dans le dos de tout le monde, hein, Ursula von der Leyen. Ouais. Et qui se cherche des excuses en disant que non, mais qu'elle est dans un grand groupe pour pouvoir influencer, nanani, nanana. Voilà, pour moi, quand vous êtes un représentant du peuple et que vous prenez 10 000 balles par mois, la moindre des choses, c'est d'entrer en résistance. Comme, par exemple, votre radio a su le faire en période Covid avec Monsieur Berkoff et autres. Vous avez eu des positions à bien des reprises très courageuses. Voilà, pour moi, les élus politiques, ils ont un devoir. Et cette personne, d'ailleurs, je pourrais vous mettre un billet que dans quelques années, elle quittera les Républicains pour essayer d'avoir des postes avec le RN. C'est signé parce que c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui n'a aucune qui pense carrière avant de penser de représenter ses constituants. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Il y a eu quand même janvier 2024, on était sur la crise agricole, une forte mobilisation. 3 premiers ministres plus tard, janvier 2025. Est-ce qu'il y a eu quand même des avancées en un an, ou est-ce qu'il y a eu uniquement des promesses jamais suivies d'action ? Non, on pourrait même pas qualifier les choses qui ont été obtenues de miettes. La PLOA, c'est-à-dire le projet de loi d'orientation agricole, est une vaste fumisterie, c'est une catastrophe absolue. Ça va servir le modèle industriel et permettre au fonds de pension d'acheter des terres aux paysans. C'est tout ce que ça va permettre. Donc non, on n'a absolument rien obtenu. Je vous ai donné des stats tout à l'heure, donc vous pouvez les appliquer sur l'année pour imaginer combien de gens se retrouvent en grande précarité, combien sont morts, combien ont tenté de mettre fin à leur jour. Voilà, donc je vous dis, on ne lâchera pas. Le gouvernement va être obligé de faire quelque chose parce qu'on n'acceptera pas de mourir en silence et on n'acceptera pas qu'on nous jette un os à rogner. Là, dans le cadre des mouvements qu'il y a eu, les tout derniers, ce qu'on demande, c'est des mesures gratuites qui permettrait de sauver beaucoup de monde en attendant la mise en place de l'exception agriculturelle, qui est ce qu'on demande, hein, qui en revient à sortir l'agriculture française de l'OMC, ce qu'on a su faire pour le cinéma, qui empêcherait absolument pas d'importer ou d'exporter, mais simplement qu'on importe ce dont on a besoin et qu'on arrête la concurrence déloyale. Voilà, je vous la fais en accéléré, mais voilà, les paysans ne vont rien lâcher. Moi, je vous le dis, moi, j'ai pas la légitimité pour appeler quoi que ce soit au niveau national. La dernière fois, quand je l'ai fait, c'était parce que le national de la coordination rurale me l'avait demandé. Mais moi, je peux vous dire que dans mon département et dans un paquet d'autres que je connais, Paris, on va y remonter parce que on a un bilan des actions. C'est qu'en fait, ce que le gouvernement ne sait pas gérer, c'est la guérilla. Pour preuve, nos mecs de l'Est, avec 9 tracteurs, c'est pas beaucoup 9 tracteurs, avec 9 tracteurs, ils ont réussi à feinter Vigipirate. Et certes, ça leur a coûté des gardes à vue, mais ils ont été héroïques et on a réussi à mettre 2 tracteurs sous la Tour Eiffel, malgré toutes les forces de l'ordre et le plan Vigipirate. Pour faire passer un tracteur, il fallait quand même beaucoup d'ingéniosité.
compte tenu de la nasse géante qui avait été mise autour de Paris il y a de ça 15 jours. Sur les élections des chambres d'agriculture, elles se passent en 3 temps. Elles ont lieu en ce moment pour les départements, ensuite il y a la région, et puis ensuite c'est au national, il me semble. Et c'est en mars seulement qu'on a les résultats. Aujourd'hui, c'est la FNSEA, le syndicat, qui est majoritaire. La coordination rurale, est-ce que vous comptez sur ces élections pour changer les choses aussi ? Comme je vous l'ai dit, ça va être un référendum. En fait, il faut que vous compreniez que la force d'un syndicat dépend pour beaucoup des chambres d'agriculture qu'il possède par rapport à l'argent qui remonte à ce syndicat derrière. Mmh. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la FNSEA pèse des centaines de millions d'euros, a énormément de bâtiments, d'actions, de tout ce que vous voulez. Et nous, pas du tout. Mais en fait, ça nous donnera des moyens et pour peser sur le gouvernement, parce que ça montrera en fait la rogne, peu importe le nombre de chambres d'agriculture qu'on prendra, l'augmentation qu'on devrait avoir au niveau du pourcentage et dans les résultats va donner une tendance à tous ces gens qui veulent garder leur poste politique et leur petite carrière. Donc, il est évident que ça peut changer beaucoup de choses. Après, nous, on espère en faire basculer un certain nombre, surtout dans les zones déshéritées de la France. Donc, vous avez toute la partie sud, mais aussi à l'est, à l'ouest. Parce qu'en fait, il vous faut comprendre une chose, ce qui fait qu'on peut pas changer la FNSEA de l'intérieur et qu'on appelle désespérément les gens à nous rejoindre, ou même s'ils veulent pas prendre de carte chez nous, à tout simplement voter pour nous pour renverser la table, parce que les gens meurent et qu'il faut renverser la table, il n'y a rien d'autre à faire. C'est que la FNSEA a un système interne censitaire qui fait qu'en fait, les départements ont des bulletins de vote en fonction de l'argent qu'ils ramènent à la FNSEA. D'accord. Donc, si vous prenez les 30 départements les plus producteurs, qui ont les meilleures terres au niveau céréales et tout ça autour de Paris, ces 30 départements ont plus de bulletins de vote que tout le reste de la France, réunis. C'est énorme. Donc, comment vous voulez réformer un syndicat où les plus gros céréaliers ont plus de votes que tout le reste de la France? C'est perdu d'avance. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a aussi une disparité assez énorme. Quand on dit de l'agriculture, c'est des situations bien différentes entre l'agriculture paysanne, les petites exploitations, les grands céréaliers. C'est difficile finalement de mettre tout le monde d'accord. On a des situations bien différentes en fait en fonction des exploitations et des secteurs. Alors, ce que vous dites est vrai, mais à un moment donné, il faut aussi être raisonnable et penser pas toujours à se gaver soi-même. Et si vous voulez, nous, par exemple, moi je vous parlais dans mon département sur notre liste, on a des gars qui sont très bien établis et qui sont pas du tout venus avec nous pour obtenir des arrangements ou quoi que ce soit, qui sont vraiment là pour la cause paysanne. Parce qu'en fait, si vous voulez, d'accord, c'est des entreprises, mais on est tous fils, petits-fils de paysans, on rêve tous d'installer nos enfants après nous. La cause paysanne, on l'a dans le sang, et même au syndicat majoritaire, beaucoup dans les instances départementales ont la cause paysanne dans le sang. Mais ils ont cette espèce d'espoir qu'ils ne veulent pas lâcher, de réformer. Et c'est ce qu'ils nous disent depuis 50 ans dans notre département, qu'ils vont réformer la FNSEA, et ils n'arrivent absolument à rien. Ouais. Donc je vous dis, non, nous à la CR, la force qu'on a, c'est qu'on représente aussi bien les petits que les gros. On a des toutes petites structures, parfois en grande difficulté ou parfois qui marchent bien, des très grosses. Et nous, ce qu'on veut, c'est sauver les paysans, quelle que soit leur production, et avec une notion de justice. On veut faire beaucoup de choses, notamment sortir l'agriculture, comme je vous le disais, de l'OMC, et revoir tous ces systèmes de primes. Nous, ce qu'on veut, c'est des prix et pas des primes. Ouais, justement, les revendications aujourd'hui, est-ce qu'elles ont évolué par rapport à janvier 2024 ou est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui rentrent en ligne de mire avec cette signature du Mercosur par Ursula von der Leyen? Quelles sont les revendications? Tous les syndicats se disent contre contre le Mercosur qui est en train de nous mettre en place l'Union européenne. Sauf que on voit bien la position de la France qui est de dire on est contre mais on est minoritaire, donc on est contre mais on perd et ça nous arrange bien. Ouais. Alors que la France, minoritaire ou pas minoritaire, si elle arrête, vu qu'elle est contribuable, je veux dire vu qu'elle contribue plus à l'Union européenne que ce qu'elle reçoit, si on arrête de payer l'Union européenne, le Mercosur il s'en va tout seul, c'est pas très compliqué. Simple, ouais. Et sinon on a cette solution de sortir l'agriculture de l'OMC qui viendrait régler le problème au moins pour la cause paysanne et pour la souveraineté alimentaire. Après au niveau des revendications,
Certaines ont pu évoluer, mais on est vraiment sur des mesures de bon sens qui sont gratuites pour le contribuable et pour l'Union européenne. La fin de la surtransposition des normes, que je peux vous expliquer si vous voulez, comment on appelle ça, la simplification administrative et la sortie de l'Arenh. Donc l'Arenh étant la tarification européenne de l'électricité qui fait que vous comme moi, on paie le mégawattheure plus de 2 fois plus cher que ce qu'on devrait payer. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc ça, c'est des mesures qui en plus touchent techniquement tous les Français. Et c'est des mesures gratuites. Donc ça, c'est les mesures qu'on exige de l'État. Et si l'État ne lâche rien, je vous garantis qu'on va revenir, qu'on va se battre ce mois-ci ou au mois de février. Et puis après, après, on rentrera dans la période où les paysans ont beaucoup de mal à se mobiliser parce qu'on travaille avec le vivant et le printemps, l'été, l'automne, on est obligé de bosser tous les jours. Donc on fera ce qu'on pourra. Mais je vous garantis que si la colère continue à monter, vu le nombre de gens en détresse, si un jour quelque chose, ça se passe mal parce qu'il y en a un à bout qui décide de pas partir tout seul et qui fait une connerie avec un fusil ou autre, ce sera un vrai drame, mais le responsable, ce sera à 100% le gouvernement. Parce que des mesures gratuites pour sauver les paysans, je vois pas ce que ça coûte, techniquement. Oui, il y en a pas beaucoup et en ce moment, vu qu'on cherche à faire des économies, c'est quand même quelque chose d'important. Mot de la fin, est-ce que vous avez confiance en François Bayrou, nouveau Premier ministre, pour prendre la crise agricole à la hauteur de ce qu'elle est, compte tenu de son attachement au territoire, à Pau notamment? Est-ce que là, ça peut changer les choses? Vous me posez de ces questions. Confiance en François Bayrou. Écoutez, j'ai une vraie confiance en François Bayrou. J'ai une infinie confiance en Manuel Valls, en Elisabeth Borne, en Gérald Darmanin, en Bruno Retailleau. Pour moi, c'est des gens, quand je me lève le matin, je pense à eux et je me dis, la France va aller mieux, on va s'en sortir. Ces gens, ils ont pas les dents qui rayent le parquet. C'est pas des carriéristes maladifs, donc tout va bien se passer. Non, très sincèrement, j'ai pas confiance en Monsieur Bayrou. Par contre, je pense pas que Monsieur Bayrou soit stupide. Et vous savez, ce qui a tenu la France pendant les Gilets jaunes, ce qui a tenu la France quand il y a de la vraie grogne sociale, c'est les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, elles sont aussi à bout. C'est la deuxième profession qui se suicide. Et quand ils ont des ordres de nous tenir, qu'on se fait face à face, et que vous voyez dans les yeux de mecs qui sont gendarmes mobiles ou autres, qui sont des mecs assez solides, quand vous les voyez avoir les larmes aux yeux parce qu'ils sont en face de nous, moi je peux vous dire que si ça va trop loin et qu'il y a des morts, ça m'a été dit et redit par énormément de gradés de la gendarmerie ou des CRS, ils se mettront tous en maladie. Et pour nos gouvernants, si la gendarmerie et les CRS se retirent, ça veut dire qu'il faut prendre l'avion et déménager. Donc à un moment donné, je pense qu'ils vont être obligés de faire le choix du bon sens, mais ils vont jouer comme d'habitude à nous précariser au maximum, en fait en maintenant la paix sociale la moins chère possible. C'est toujours la stratégie du gouvernement, sauf qu'à marcher sur un fil, des fois on finit par tomber. Et divisé. Merci beaucoup Pierre-Guillaume Mercadal, agriculteur éleveur de cochonnets dans le Tarn-et-Garonne, de la coordination rurale, pour parler de cette crise agricole qui n'en finit pas et du silence étonnant des gouvernements successifs. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour l'édito. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Je vais aller m'éclater au Sénégal. Et on va parler du franco-sénégalais le plus célèbre du monde, Thierry Breton. Et oui, il fait encore parler de lui, notre Thierry Breton national, enfin international, puisqu'il a été commissaire européen et qu'il va intégrer le Conseil consultatif international de Bank of America. C'est une activité rémunérée. On apprend qu'il sera payé pour 3 journées de réunion par an. Ça, c'est quand même un bon boulot de pantouflage en or. Il faut savoir que, exceptionnellement, la Commission européenne l'autorise à occuper ce nouvel emploi à Bank of America, alors qu'il y a une règle normalement qui fixe une période d'attente de 2 ans avant de commencer des emplois de lobbying. Mais il ne s'agit pas de lobbying, bien sûr. Thierry Breton, on ne le présente plus. Il a été Young Global Leader en 98. En 2015, il a obtenu la nationalité sénégalaise. Il a été président directeur de Thomson, de France Télécom, de Bull et d'Atos, évidemment. Atos, c'est là où le bas blesse, parce que il a quitté cette entreprise, Atos, en 2019 pour devenir commissaire européen à la demande d'Emmanuel Macron, et il n'a averti personne quand il est parti. Il a simplement vendu ses actions pour 40 millions d'euros. Savoir que lui, il a pu vendre ses actions à 65 euros. Actuellement, le titre Atos est en dessous des 2 euros. Voilà. Et il y a eu évidemment beaucoup de questions sur sa gestion à Atos, mais aussi à France Télécom. Il a été élu stratège de l'année, business
Businessman of the Year. Il s'est constitué un capital immobilier incroyable avec château en France, loft à New York, maison de Sangor au Sénégal. Et c'est ainsi qu'on le retrouve à la fois commissaire européen, mais avec aussi sa retraite, chapeau, d'Atos, 14 millions d'euros, et le droit d'avoir aussi une pension de 711 000 euros par an qu'il a refusé de recevoir le temps qu'il était commissaire européen, où là, il n'était payé que 270 000 euros par an. Voilà. Alors, il a déjà été, il faut savoir, au board de Bank of America, donc c'est une nouvelle fois. Mais si on fait la liste de tout ce qu'il a fait, c'est assez incroyable. Administrateur de Bouygues, administrateur de Thomson, administrateur, président du conseil d'administration de France Télécom, du conseil d'administration d'Orange, Schneider Electric, La Poste, Centre national d'études spatiales, Dexia, membre du conseil de surveillance d'AXA, élu au conseil d'administration du groupe Carrefour, conseiller de la banque Rothschild et compagnie, ça c'était 2007-2008, 2013 membre du conseil consultatif de Bank of America, vous voyez, donc il y a eu beaucoup. Mais il est aussi ancien administrateur du musée du septennat de Jacques Chirac, ancien membre du conseil d'orientation de l'Institut Aspen, c'est un think tank libéral très connu, ancien membre du siècle évidemment, ancien président du comité des sages, qui était un comité du groupe LVMH pour défendre les intérêts des descendants de Bernard Arnault, et il est également vice-président du conseil d'administration de l'école alsacienne. Voilà. D'autres marchent dans ses pas, puisque quand il a quitté Atos, il a été remplacé justement au comité consultatif par un autre Premier ministre, Édouard Philippe, qui lui, là, était payé 70 000 euros par an pour quelques réunions également. Voilà, donc on salue Thierry Breton, qui en ce moment redouble d'efforts pour faire appliquer le DSA, qui n'est pas sa loi, mais qu'il a largement poussé. Vous savez, cette loi pour contrôler la parole sur les réseaux sociaux. Et on va parler évidemment de ces réseaux sociaux dans un instant avec notre invité. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Notre invité est Philippe Carsanti, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du comité Trump France. Porte-parole. Porte-parole, pardon. Porte-parole. Dans la campagne et maintenant c'est le comité Trump France. Bon. Voilà, c'est ça qui avait changé. Alors oui, la campagne, elle a été victorieuse et de manière assez incroyable. C'est dans 3 jours, le 20 janvier, que Donald Trump retourne à la Maison-Blanche pour la 2e fois. La première fois, on avait l'impression qu'il avait été surpris lui-même de son élection et qu'il arrivait sans vraiment savoir où il mettait les pieds. Cette fois-ci, la photo officielle dit tout. Il a repris la pose qu'il avait lorsqu'il avait été arrêté. Il est plutôt revanchard, on a l'impression, ou du moins, il va régler des comptes et il arrive préparé cette fois-ci. Alors oui, c'est pas revanchard, il arrive, la photo elle vous dit je vous ai à l'œil, je vous surveille tous, je vais tous m'occuper de vous, dans le sens, je vais m'occuper, ce que vous m'avez empêché de faire pendant 4 ans la dernière fois, en créant des fausses histoires, les fausses affaires russes, toutes ces manipulations. À l'époque c'était Facebook qui était sous ingérence russe, maintenant c'est X. Et avec la complicité vraiment du deep state américain, et là maintenant il est prêt, il a une équipe formidable. Vraiment, l'équipe qu'il a choisie, c'est vraiment une équipe de champions. On a rarement vu ça au niveau à la tête d'un État. Il est vraiment prêt. Il a des gens exceptionnels. Il a Pam Bondi qui est à la justice. Il a Marco Rubio aux affaires étrangères. Il a des ambassadeurs à l'ONU comme Eddie Stefani qui est exceptionnel. Enfin, il a une administration qui est prête. Pete Hegseth à la défense que j'ai rencontré. Ancien vétéran de l'Afghanistan. N'oubliez pas, parce qu'en fait, Pete Hegseth, on s'est moqué de lui parce qu'il a eu un talk show sur Fox News. Mais avant ça, il a fait la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. Bien avant, il a fait Princeton et Harvard, donc il a la tête bien faite. Il a été assez critique finalement de l'interventionniste américain sur ces théâtres d'opération. Absolument. Et je me suis souvent amusé à comparer Pete Hegseth avec notre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui n'a jamais reçu de critique dans les médias français. Pourtant, il a fait une licence de droit, il a raté sa maîtrise et il n'a pas fait l'armée. Donc, si on compare... Mais je crois qu'il est réserviste. Réserviste de quoi? Dans l'armée, justement. Donc, c'est quand même une thématique qui lui tient à cœur. Ça l'intéresse, oui. Voilà, au moins. C'est quand même... c'est mieux qu'Elisabeth Borne. Juste une chose sur Thierry Breton, parce que j'ai regardé pendant que vous parliez. Oui. Vous n'avez pas suivi, parce que la chute du cours Atos s'est accélérée, puisqu'on est actuellement à 0,02 centimes sur oui, j'avais dit moins de 2 euros. Ça n'existe plus. Voilà, donc Atos, c'est quasiment plus rien. Il faut comprendre que Thierry Breton, c'est vraiment un échec sur pattes.
Partout où il est passé. C'est un conflit d'intérêts, oui. Tout s'est effondré. C'est incroyable que cet homme-là continue. Mais il a eu, comme je le disais, c'est incroyable de voir qu'il a été à 3 reprises patron le plus performant du monde par la Harvard Business Review. Ouais. Enfin, quand on voit ce qui est devenu Harvard. Moi j'ai donné des conférences, je peux vous dire qu'à l'époque c'était quand même à un autre niveau. Mais revenons plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, de côté de la team Trump, l'équipe Trump. Alors il n'est pas encore au pouvoir, il est président élu, c'est le 20 janvier donc il va prêter serment, et déjà il arrive à imposer une trêve au Proche-Orient. Alors le monde a changé, rendez-vous compte, il a été élu le 5 novembre. Le 20 janvier, donc ce sera donc 2 mois et 15 jours après, il prendra la présidence et le monde a changé. Regardez ce qui s'est passé avec l'aide naturellement des Israéliens au Liban avec l'opération Beeper et tout ce qu'ils ont fait contre le Hezbollah. Le Liban a obtenu un président de l'État, de la République libanaise. D'ailleurs, Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui et Donald Trump a annoncé qu'il allait se rendre au Liban quand l'ambassade américaine serait finie d'être construite. Absolument. Alors, d'un autre côté, regardez comment en Syrie, Bachar al-Assad est tombé, ça faisait 50 ans cette dictature était là. Regardez comment le grotesque Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé son départ. Regardez aussi ce qu'il a fait déjà au Groenland et à Panama où il a déjà préparé le terrain. Le Groenland, vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est une colonie danoise. Alors on parle souvent comme ça des colonies, la décolonisation. Oui, le Danemark devra décoloniser le Groenland et le Groenland sera bien évidemment bien mieux protégé par un pays comme les États-Unis. Attention, parce que le Danemark tient quand même au Groenland, les Européens également. Donc, au-delà de la décolonisation, il y a l'idée du référendum. Donc, il va s'attaquer politiquement au fait de dire ça. Mais c'est très agressif quand même d'arriver et de dire ça c'est à moi, le Mexique aussi, le Canada aussi. Alors, c'est pas ça, c'est à moi. C'est stratégiquement, vous n'êtes pas en mesure de le défendre. Regardez que le Danemark n'a même plus de munitions à envoyer en Ukraine. Ils se sont totalement désarmés. Donc, oui, par rapport à la menace chinoise et russe au Groenland, les États-Unis disent prenez votre indépendance et on vous protégera. Donc là-dessus. Donc en fait, le monde est en train de changer. On a eu 4 ans d'une administration catastrophique qui a provoqué donc la chute de l'administration américaine en Afghanistan. Donc le pays qui a été donné aux talibans avec tout l'armement. 80 milliards de dollars d'armes hautement sophistiquées laissées aux talibans. 6 mois plus tard, exactement 6 mois plus tard, Poutine se dit puisque les États-Unis ça n'est plus rien, j'envahis l'Ukraine. Il s'était passé exactement la même chose il y a une dizaine d'années avec Barack Obama. Barack Obama avait abandonné ses lignes rouges en Syrie quand Bachar al-Assad avait gazé son peuple. Il avait dit ce sont les lignes rouges, on interviendra. Et il avait renoncé au mois d'août. Il avait lâché François Hollande qui souhaitait intervenir. Même François Hollande, Obama a dit non, c'est pas la peine. Voilà. 6 mois plus tard, on est chaque fois dans la même temporalité. 6 mois plus tard, Poutine envahit la Crimée. Vous voyez, donc c'est à chaque fois la même chose. Quand les États-Unis se montrent faibles, couards, et bien dans ces cas-là, les adversaires des États-Unis et du monde libre prennent leurs ailes et envahissent. Il y a donc le Proche-Orient avec cette trêve. C'est ça qui est extrêmement important. Parce que je voulais faire un petit peu une photo de la situation globale. Alors au Proche-Orient, contrairement à ce qu'on nous raconte, parce que j'ai entendu beaucoup de choses disant qu'il a tordu le bras de Benjamin Netanyahu. Non, pas du tout. Il a simplement fait comprendre, et il l'a dit depuis 2 mois, que l'enfer pleuvra au Proche-Orient si les otages ne commencent pas à être libérés quand il arrive. Très clairement, c'est le Hamas qui bloquait depuis des mois et des mois et des mois. Parce que le Hamas, sa seule assurance vie aujourd'hui, c'est de garder des otages. Autrement, sinon, Israël va les raser complètement, ces mouvements terroristes. Donc, oui, il a fait pression sur le Hamas. Benjamin Netanyahu va, main dans la main maintenant, être en mesure de mener ses guerres avec l'administration Trump, sans aucune restriction. N'oubliez pas que c'est Joe Biden qui empêchait les envois d'armes aux Israéliens et qui leur disait ah non, je vous envoie pas des armes si vous ne laissez pas rentrer de l'aide humanitaire. Moi, mon analyse, elle est très claire. À compter de lundi, midi, heure de Washington, je pense que la situation va même changer sur le terrain. Et l'accord qui a été signé, il y aura une première libération d'otages, mais je pense que les choses vont changer, notamment, par exemple, avec l'aide humanitaire. Il n'y a aucune raison que ces terroristes qui torturent, qui maltraitent leur peuple
et les otages israéliens continuent à recevoir de l'aide humanitaire. Il est temps de... C'est pas les terroristes qui reçoivent, c'est quand même les Gazaouis qui sont dans une situation catastrophique. C'est faux. Vous avez les rapports de l'ONU, vous avez des enfants, 70 enfants qui sont morts la première semaine de janvier. Le nombre de morts civiles, ça c'est pas bidon. Vous avez les différents rapports. Donc l'aide humanitaire, elle peut rentrer pour les populations civiles. L'aide humanitaire ne doit plus rentrer parce qu'elle est captée par le Hamas qui la revend à un prix d'or à la population. C'est vos sources, mais vous avez d'autres rapports quand même sur la situation à Gaza. L'aide humanitaire est captée par le Hamas, c'est clair et net. Ce sont eux qui la distribuent et qui la vendent à la population. Regardez une chose très intéressante. On vous raconte famine, etc. Regardez, à chaque fois qu'on voit des images de Gaza, on voit des gens extrêmement bien portants. Et je n'ai jamais... vous pouvez pas dire ça. Mais bien sûr que si. Vous avez vu des images de Gaza récemment? Non, au-delà des gens morts dans les bombardements, les enfants qui sont morts sous les tentes de froid. Vous ne pouvez pas dire que les gens sont en bonne santé à Gaza. Alors ne rentrez pas dans la propagande. Mais c'est pas la propagande. Excusez-moi, mort de froid. C'est de l'info. J'ai encore téléphoné hier sur place pour savoir, il faisait 20 degrés. Alors, vous savez, cette propagande. Mais il n'y a pas. Non, j'ai entendu. Attendez, il faut se rendre compte. La rédactrice en chef adjointe de Libération racontait qu'il faisait moins 10 à Gaza. Non, à Gaza, la température n'est jamais descendue en dessous de 10 degrés. On est entre 10 et 20 degrés. Donc, il n'y a pas de mort de froid. Tout ça, excusez-moi de vous dire, c'est du pipeau, c'est de la propagande pure et simple. Non, mais c'est très important de le comprendre. C'est très important de comprendre. C'est propagande contre propagande dans cette situation. Non. Prenez juste une chose. J'invite vos auditeurs à prendre Google, à prendre la météo à l'étranger. Regardez, vous tapez météo Gaza, vous verrez la température. Non, mais on parle de la première semaine de janvier. Non, mais il n'a jamais fait en dessous de 10 degrés. Tout ça, c'est de la manipulation. Et encore une fois, regardez bien, quand il y a eu l'annonce du cessez-le-feu, vous avez vu les fêtes. Les rues, les gens n'avaient absolument pas l'air en détresse, etc. Ils étaient heureux de se dire que ça allait cesser les destructions. Est-ce que vous aviez des visages émaciés? Pas du tout. Vous aviez des femmes grosses, vous aviez des hommes gros, des hommes bien portants. On va revenir là-dessus, mais on ne peut pas dire que la population est globalement en bonne santé. Il y a eu des déplacés, vous avez vu l'état de destruction à Gaza, on ne peut pas nier ça quand même. Il y a eu des déplacés, il y a eu des morts, il y a eu des morts naturellement, mais encore une fois, tout ça est à imputer au Hamas. C'est le Hamas qui est responsable de tout. Il y a le problème évidemment de l'action du Hamas du 7 octobre. Et puis depuis, le Hamas a beaucoup changé également, puisque tous les leaders ont été exterminés les uns après les autres. Grâce à Dieu et grâce à l'armée israélienne. On va marquer une pause et puis on va reparler de Donald Trump qui retourne à la Maison-Blanche, et pas seulement du Proche-Orient, mais des autres dossiers. Et on va parler aussi de cette peur panique des Européens avec X. L'invité. Et on se retrouve avec notre invité Philippe Karsanti, porte-parole du comité Trump France. On parlait juste avant la pause de météo à Gaza, et je dois effectivement donner un point à Philippe Karsanti. On est allé voir effectivement les températures moyennes à Gaza. On est entre 12 degrés et 18 degrés sur le mois de janvier, donc bien loin des moins 10 degrés annoncés par Libération. C'est assez étonnant effectivement de voir que une certaine presse fait ce genre de désinformation. C'est le degré de propagande de la presse française. N'oubliez pas aussi qu'on a un président de la République qui est aux mains des frères musulmans. J'insiste bien, Emmanuel Macron est entouré de gens qui font la propagande des frères musulmans. On se rappelle de Yacine Bellatar, invité à la visite officielle au Maroc. Autour de lui. Et donc aujourd'hui, c'est extrêmement grave. La diplomatie française est prise en main et totalement contrôlée. La diplomatie française, est-ce qu'elle existe encore? C'est ça la vraie question. Quand on a Monsieur Barrot au Quai d'Orsay, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Mais au niveau de la présidence de la République, là, comme vous disiez, il est au Liban. Enfin, je veux dire, on est totalement démonétisé. Il reste le Liban. On va dire, il reste le Liban. Mais non, parce qu'au Liban, il s'est aussi ridiculisé quand il y a eu l'explosion. Oui, bien sûr, avec l'aide qui n'est jamais arrivée. Voilà. Donc non, nous ne sommes plus rien. Terrible aussi. L'Afrique, on est hors jeu. Donc on peut continuer. On a réaligné stratégiquement notre déploiement en Afrique. Il faut bien suivre la novlangue. Je connaissais pas les éléments de langage. Il faut suivre, effectivement, avec la crise au plus haut sommet de l'État, puisque le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a été annoncé sur le départ, puis il y a eu un démenti. Enfin, on sent que ça va pas très bien. Sur l'autre côté, la diplomatie version Trump, on en parlait, c'est à la Trump, c'est-à-dire je vous propose ça, voilà, c'est le deal. Maintenant, débrouillez-vous, mais il va falloir se mettre d'accord. Et puis il y a en France, et en Europe, d'une certaine façon, cet atermoiement par rapport à
à X, le réseau d'Elon Trump. D'Elon Musk, pardon. Vous voyez, tout est dit. Ils sont inséparables, ces deux-là. Il est à toutes les fêtes à Mar-a-Lago. Il a été son soutien numéro 1 pendant la campagne. Il va prendre une administration, le Doge, pour couper dans les finances, les dépenses publiques, parce que là-bas aussi, il y a un problème de dépenses publiques. Qu'est-ce que ça dit en fait de cette peur du grand méchant X en France et en Europe ? Juste une chose, sur la diplomatie de Trump, c'est la paix par la puissance. Je montre mes muscles, comme ça je n'ai pas besoin de faire la guerre. À la différence des démocrates qui allaient faire la guerre, qui faisaient des choses, à l'époque aussi des néoconservateurs américains qui faisaient la guerre et qui ont ruiné les pays. Voilà, on se rappelle l'Irak, qui ont ruiné les pays sans lesquels ils sont intervenus. On se rappelle aussi à l'époque de la France qui est allé faire en Libye. Bien sûr, le procès est en cours avec Nicolas Sarkozy devant les juges pour le financement de la campagne. Qu'ils ont fait pour faire chuter. Oui, mais vous avez raison pour la suite. Pour ce qui a précédé. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre, toutes ces interventions militaires qui en fait nous ont totalement affaiblis. Nous, je parle du monde libre, du monde occidental. Maintenant, Trump, lui, il veut pas faire la guerre. Il veut seulement dire, voilà, moi je suis là, j'ai des muscles, je vous demande d'arrêter. Et en fait, comme il est imprévisible, les gens se disent en face, il est en mesure. Et je n'exclus pas, je donne mon analyse, je n'exclus pas que Donald Trump montre ses muscles effectivement, rapidement, sur un terrain extérieur pour dire regardez, je suis sérieux. Ensuite, je pense que le monde se remettra droit. Avec la Chine peut-être ? Ce serait plutôt du côté asiatique que ça se passerait ? À mon avis, c'est plutôt du côté Iran, Proche-Orient. Je pense que, je vous dis, l'accord qui est en train de signer, à mon avis, il va être très rapidement renforcé par Trump et il va donner des moyens beaucoup plus forts pour accélérer la libération des otages. Exactement. Vous voulez dire voilà, ouais. Exactement. Ça, c'est en tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous. Maintenant, pour revenir sur X. X, en fait, il faut comprendre ce qu'on a vécu il y a 4 ans. Il y a 4 ans, les réseaux sociaux, que ce soit X, donc sous Jack Dorsey, Twitter à l'époque, voilà, Twitter et Facebook, étaient totalement alignés sur un objectif qui était de faire perdre Donald Trump. N'oubliez pas, il y a un livre exceptionnel qui a été publié par Gérald Olivier qui s'appelle Cover Up. Et j'invite à lire, qui est un livre en français, même si le titre est en anglais, et qui raconte comment Twitter à l'époque et Facebook ont totalement escamoté les informations je dirais problématiques pour Joe Biden et notamment son fils Hunter Biden, et comment ces réseaux sociaux se sont mis en ordre de marche avec une coopération du Deep State américain, c'est-à-dire du FBI, pour empêcher ces informations de sortir, qui aurait totalement changé le sort de l'élection de 2020. Et donc maintenant, eh bien, on arrive à un monde où on a le droit de parler. Et c'est une chose aussi très importante de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous voyez que The Guardian s'est retiré de Twitter, de X. Pourquoi ? Parce que le Guardian, c'est un outil de propagande totalement wokiste, extrême gauche, insupportable. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas supporté ? Eux n'ont pas supporté qu'il y ait des notes de la communauté qui disent non, là, le Guardian, vous mentez, vous mentez, vous mentez. Mais pourquoi tous ces gens-là se retirent ? Parce qu'ils ne supportent plus d'être confrontés. Vous, ce que vous faites sur Sud Radio, vous confrontez la bien-pensance et les mensonges des médias dominants, comme le fait par exemple CNews. D'un autre côté, eux, ces médias qui étaient bien installés, comme Le Monde et comme tous ces propagandistes d'extrême gauche en France, les LFistes, les écologistes, ils ne veulent pas qu'on vienne leur dire qu'ils mentent. Et n'oubliez pas aussi une chose, là, avec l'arrivée de Trump au pouvoir et de X en face, on va sûrement avoir la révélation des listes Epstein et compagnie. Oui, ça, ce sera un gros dossier. Tous les pédocriminels américains et européens qui sont impliqués là-dedans ont de quoi vraiment trembler, ont de quoi espérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'attaquent au grooming gang en Grande-Bretagne, parce que c'est un dossier qui fait mal. Et ça les gêne aussi. Ce qui est quand même incroyable. Il a fallu attendre que Elon Musk mettre ça sur la table pour que ça devienne un vrai sujet international. Mais justement, c'est cette force-là qui est reprochée à Elon Musk de pouvoir dire les choses. Mais Facebook a fait son mea culpa, a dit qu'ils obéissaient finalement au gouvernement fédéral pour la censure. Facebook, ils avaient suspendu, comme Twitter, le compte de Donald Trump. Est-ce que aujourd'hui, on voit que toutes les GAFAM s'alignent sur la position d'Elon Musk, c'est-à-dire qu'on arrête avec le fact-checking, on reprend en fait la vision de l'amendement, enfin de la Constitution américaine sur la liberté, le premier amendement. Et là, ça va être compliqué pour les Européens. Parce que s'attaquer à X, c'est une chose, mais ensuite, si on s'attaque à Google, à YouTube, à Meta, Facebook, etc., il ne reste plus rien. Alors, en fait, juste une chose. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle du fact-checking ici, c'est en fait la
on vous réoriente votre cerveau, on vous dit non, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous n'avez pas le droit de regarder ça, voilà ce que vous avez le droit de voir. Moi j'appelle ça des commissaires politiques. Voilà, exactement, je cherchais le mot. Vous avez raison, j'avais un problème de vocabulaire, je cherchais le mot, je l'avais en anglais, mais je l'avais pas en français. Oui, ce sont des commissaires politiques. Qui étaient payés par Meta. Hein, exactement, payés par toutes les agences. Maintenant, l'AFP, qui était un des plus gros clients de absolument, mais en fait, tout le monde payait. En fait, c'était une sorte de rançon, c'était une sorte de mafia. La mafia de la bien-pensance vous imposait de dire ce qu'il fallait dire et ce que vous avez le droit de voir et tout. Maintenant, avec la liberté d'expression, n'oubliez pas, quand vous dites que Mark Zuckerberg de Facebook, Meta, rejoint les ordres du gouvernement, non, simplement, ils vont appliquer strictement... à l'époque où ils ont appliqué la censure, et maintenant ils vont faire la même chose en fait. Maintenant, ce qu'ils vont faire, ils vont appliquer le premier amendement des États-Unis qui est la liberté d'expression. Et ils auraient pu se battre à l'époque contre l'administration démocrate. Mais non, parce qu'en fait, ils étaient tellement orientés. Il faut se promener, allez vous promener à San Francisco, allez comprendre le degré de propagande, le degré d'endoctrination woke et d'extrême gauche aux États-Unis. Voilà. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le risque maintenant qu'a Meta, Facebook et tous les gens qui ont coopéré avec l'administration Biden à venir et qui ont censuré, sont en danger même d'aller en prison parce que ces gens-là ont enfreint le premier amendement qui est un amendement sacré, comme son nom l'indique, le premier amendement de la Constitution américaine. Merci beaucoup Philippe Carsanti d'avoir répondu à nos questions sur dans 3 jours cette arrivée au pouvoir de Donald Trump à nouveau à la Maison-Blanche. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver avec notre prochain invité Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, auteur de Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, pour parler de tous ces diables, Poutine, El-Assad, mais Trump aussi, et voir comment les relations internationales ne peuvent pas se faire uniquement sur des bases morales. Voilà, à tout de suite, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour cette deuxième heure avec notre invité Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta. Vous étiez également ancien directeur adjoint de Paris Match. Vous avez été récompensé par la presse internationale pour votre couverture au Moyen-Orient. Et vous sortez un livre aux éditions Max Milo, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, avec une liste de tous ces diables qu'on nous a vendus comme vraiment les pires représentants de l'humanité sur Terre, de Bachar el-Assad en passant par Poutine, Trump, mais aussi Yahya Sinwar du Hamas. Bref, tous ces gens infréquentables que vous avez fréquentés, pour certains, absolument, avec en ce moment un monde qui change à une vitesse incroyable. Évidemment, on parlait avec notre invité du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, une lueur d'espoir pour dire que ça va peut-être s'arrêter avec la libération des otages, mais quel avenir pour la région finalement ? Quel avenir pour la région? C'est très difficile de le dire actuellement. Ce qu'il faut noter, c'est que par rapport à votre invité précédent, moi j'ai pas tout à fait la même vision sur Gaza, mais je suis assez d'accord avec lui sur l'effet Trump. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une sorte de dynamique qui est en train de se mettre en place, où Trump fait même peur aux ennemis traditionnels de l'Amérique, par exemple à l'Iran, qui a décidé de suspendre ses frappes de riposte aux frappes israéliennes du 26 octobre dernier, en attendant, pour donner une chance à la paix, en attendant que Trump soit élu. Le président de la République iranienne a également dit qu'il était prêt à rencontrer Donald Trump. Donc, si vous voulez, il y a un effet dynamique, il y a une dynamique Trump qui probablement a arraché justement cet accord, même si Joe Biden, Anthony Blinken travaillent d'arrache-pied là-dessus, mais Trump a emporté l'affaire. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Et alors, pour revenir justement sur l'avenir de la région est difficile à prédire, mais est-ce que cet accord va aller au bout? Est-ce que, vous savez, il y a 42 jours pendant lesquels vont être libérés les otages, pendant lesquels le Hamas va jouir d'une absence d'observation sur la bande de Gaza, parce que ça, c'est un détail crucial qu'on ne sait pas, mais quand on décortique les dessous de l'accord, pendant 42 jours, le Hamas va pouvoir militairement, quelque part, se réorganiser, puisqu'il n'y aura plus la surveillance israélienne. Donc, tout ça
est très difficile de voir. Est-ce que c'est pas un piège de se dire finalement le Hamas libère tous les otages et à partir de là l'opération prend une autre ampleur du côté israélien? Alors ça c'est une possibilité, mais aussi le Hamas récupère 1300 membres qui sont dans les prisons, parmi lesquels des terroristes chevronnés et des combattants qui ont énormément d'expérience. Donc si vous voulez, en termes de reconstitution de son potentiel, le Hamas, en tout cas humain, n'aura aucun problème. D'ailleurs, Anthony Blinken l'a déclaré en disant que dès aujourd'hui, le Hamas avait, en termes de recrutement, à peu près réussi à récupérer l'équivalent de ce qu'il avait avant le 7 octobre. Donc là, on est vraiment dans un monde où ça va être très très difficile à discerner ce qui va se produire. L'effet Trump, donc ça il faut le noter, mais par rapport à cet effet Trump, si vous me permettez une seconde, de réaliser d'où on vient et où on en est aujourd'hui. Il y a 3 mois exactement, pendant la campagne électorale aux États-Unis, Trump avait décidé de faire un show au Madison Square Garden à New York, qui est une salle mythique de boxe au centre de Manhattan. Des journalistes français avaient été jusqu'à dire qu'ils choisissaient cette salle précisément parce que c'est la salle dans laquelle, en 1932, des sympathisants nazis américains s'étaient réunis. Donc à l'époque, c'était qui Trump? C'était, pour le service public, le fasciste américain. Qui allait perdre, hein. Bien sûr, il allait perdre. 3 émissions sous la houlette de Thomas Negaroff. Oui, il a été traité de nazi. Absolument, il était sous toutes les couleurs, on faisait tous les amalgames possibles et imaginables. C'était il y a 3 mois. Et aujourd'hui, on est là à presque supplier, je ne citerai pas personne, mais pour assister à son investiture. Donc voilà, donc ça pour la question du diable. Rien qu'à Notre-Dame, l'arrivée de Trump, où tout le monde sautait et tout le monde regardait en fait ce nouveau président qui fascine en réalité. C'est ridicule. On est vraiment dans un monde de faux semblants. Oui, et puis, mais surtout, et c'est là où c'est vraiment le thème principal de mon livre, c'est cette espèce de primat de la morale. Je l'appelle presque de la moraline. Mais justement, est-ce que parce que Trump a été diabolisé par l'Occident moral, alors qu'il en fait partie de cet Occident complètement. Mais est-ce que justement, parce que lui n'a pas peur des diables, Trump, on se rappelle de sa rencontre avec Kim Jong-un, eh bien, il pourrait justement amener cette réelle politique, cette diplomatie de la paix d'une certaine façon, en disant mais on doit se parler. Le but, c'est pas de se faire la guerre, c'est de se parler. Et ce que les démocrates sont bien incapables de faire. Tout à fait. Et on le voit dans l'affrontement qui se profile avec la Chine, c'est qu'on va être quand même, me semble-t-il, sur une possibilité de deal déjà, mais surtout de deal au pluriel, mais surtout sur un affrontement, à mon avis, de plus géostratégique et économique que militaire. Je ne pense pas qu'il soit envisageable aujourd'hui qu'il y ait un conflit à Taïwan. Je peux me tromper, mais je n'y crois pas. Je pense que Trump va préférer justement renforcer l'espace si vous voulez, Trump c'est l'empire contre-attaque. C'est-à-dire, quand on parle du Groenland, je sais que ça a été évoqué tout à l'heure, le Canada, 52e État, Panama. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire renforcer cet espace américain, cette domination américaine sur des enjeux, des ressources, des routes. C'est incroyable parce que lui fait ça en disant tiens, proposons au Groenland de faire un référendum et puis nous verrons. Mais c'est ce qu'ont fait les Russes au Donbass. C'est un peu ça, c'est un peu la même technique. Mais si vous voulez, c'est chacun son précaré. On est avec Trump. Mais sauf que les Russes ont été accusés de tous les maux et la guerre d'Ukraine. Pour les Américains, il y a la doctrine Monroe. Donc, c'est-à-dire le précaré, voilà. Mais les autres n'ont pas le droit à un précaré en fait. Non. Seulement l'Empire américain. Non, puisque regardez ce qui s'était passé avec Cuba. D'ailleurs, Cuba, il n'en a pas parlé, Donald Trump. Non, et d'ailleurs, je crois que Joe Biden, en dernière limite, voudrait régulariser, enlever l'appellation terroriste qui est liée à Cuba. Là, dans les 3 jours qui restent. Oui, je crois qu'il est. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais en tout cas, Cuba, c'était vraiment l'empêcheur de tourner en rond dans le précaré américain. Bien sûr. Donc ça, oui. C'est des questions d'intérêt, c'est des questions d'influence, c'est des questions de rapport de force. Et ça, nous, Français, malheureusement, on est tellement dans cette espèce de jugement du bien et du mal qu'on a du mal à voir quels sont nos propres intérêts, jusqu'à ce que ces intérêts disparaissent complètement. Puisqu'on l'a vu en Afrique de l'Ouest,
on a complètement perdu pied. Est-ce que, parce que quand on dit nous Français, on parle là plutôt du Quai d'Orsay, de la doctrine à l'Élysée, de la façon de voir le monde de certaines personnes. Est-ce qu'on a perdu tout crédit sur la scène internationale du fait des faux pas d'Emmanuel Macron en Afrique, mais pas seulement. Là, il est au Liban aujourd'hui. On se rappelle de ses annonces après l'explosion du port de Beyrouth. Ça n'avait pas été suivi des faits. Il avait été critiqué. Est-ce que le mal qui a été fait pendant ces 7 années va continuer ou comment ça va se passer? Écoutez, là on en a encore pour je sais plus 30 mois d'Emmanuel Macron. Enfin, il y a quand même encore pas mal de temps. Je ne sais pas comment il peut se sortir de cette impasse. Moi, ce que je constate, c'est que dans les faits, le Premier ministre sénégalais, il y a 3 jours, nous explique qu'on va débaptiser les rues du centre de Dakar, du centre-ville, de noms français, qui est quand même réalisé. Le Sénégal, Dakar. Enfin, je veux dire, que même la francophonie va y perdre. C'est terrible. Le Tchad, nos militaires sont partis la semaine dernière. Les derniers militaires sont partis. Le Tchad, qui était la plaque tournante de l'influence militaire de la France, bien avant d'ailleurs les affaires du Sahel et l'intervention en Libye. Donc, on est dans un moment où la France n'existe plus, ou en tout cas, elle a complètement perdu pied, et il faut qu'elle revienne, il faut qu'à nouveau elle puisse compter. Et le problème, c'est tout n'est pas de la faute d'Emmanuel Macron. Il y a eu le discours de la Baule sous François Mitterrand, il y a eu le discours de Dakar, il y a eu des étapes du retrait et du désamour entre la France et la compréhension grandissante entre l'Afrique et la France. Qui s'est, à mon avis, vraiment concrétisé en août 2020, au moment du coup d'État au Mali, du général Assimi Goïta et de la junte qui ont pris le pouvoir contre Aboubacar Keïta, qui était l'homme des Français quelque part, l'homme du Parti socialiste français. Donc on est dans un moment où tous ces constats devraient nous obliger à nous dire quels sont nos intérêts, quels sont nos... Mais en réalité, le problème, c'est qu'on s'est placé, il faut le reconnaître, dans la roue de l'Amérique, notamment à la faveur de la guerre en Ukraine, où c'est pas simplement l'OTAN qui est revenu au devant de la scène, c'est aussi notre souveraineté nationale, ce sont aussi nos intérêts qui ont disparu au nom d'une guerre menée au profit des Américains. Oui, c'est clair. Pour nos valeurs, entre guillemets. On va en reparler, on va marquer une courte pause. Pour l'Afrique, on parle de réalignement stratégique, pour ne pas parler de défaite et de déroute. Et puis l'Ukraine, évidemment, qui joue un rôle de catalyseur avec l'OTAN, l'alignement de la diplomatie française. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Si vous souhaitez réagir, posez vos questions à notre invité, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain, sans réserve. Et notre invité est Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction d'Omerta, qui sort un livre aux éditions Max Milo, Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, pour parler de tous ces diables en politique. On parlait diplomatie, évidemment, avec la perte de vitesse de la France en Afrique, au profit des États-Unis, mais aussi de la Chine, de la Russie. La Turquie aussi. La Turquie également. Turquie qui a eu un rôle extrêmement important aussi dans la chute de Bachar el-Assad. Cette chute de Bachar el-Assad, elle a été extrêmement rapide. Est-ce qu'elle était surprenante ou est-ce que tout le monde s'attendait à ce que ça s'accélère du fait du conflit à Gaza ? Je pense que ça a été une surprise pour tout le monde. Je pense même pour les protagonistes de Hayat Tahrir al-Sham, des groupes qui ont opéré cette blitzkrieg. Vous avez raison, sous la houlette de la Turquie, avec l'imprimature d'Erdogan derrière. Je pense que on s'était pas rendu compte le degré de désagrégation de la société syrienne, qui a été un avantage pour les nouveaux maîtres de la Syrie. Ça leur a permis de faire justement, de s'emparer du pays très rapidement, mais qui leur pose aussi immédiatement beaucoup de défis, parce que ces défis de nourrir le peuple, de lui apporter le minimum, d'arrêter les sanctions qui véritablement prenaient à la gorge ce pays, sanctions César notamment, qui ont été renouvelées au Congrès américain, qui empêchaient quiconque de faire n'importe quel business avec la Syrie. Eh bien ça continue à assaillir ce pays. On est en plein hiver, et donc en plus il y a l'histoire des règlements de compte avec les agents du régime qui que les autres traquent. Donc il y a des exécutent des scènes absolument.
Vous avez raison, mais on est dans une période d'incertitude en Syrie. Non, pour répondre à votre question, personne n'avait imaginé que ça serait aussi rapide. Mais en réalité, quand on analyse les causes et quand on voit ce qui s'est passé sur le terrain, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi que ce soit que Assad soit tombé, que le régime soit tombé. Vous l'aviez rencontré Assad il y a ça quelques années. Et il était déjà minoritaire et encerclé de toutes parts. Alors oui, il fait partie ça fait partie de ces constructions politiques très anciennes liées aux formes de régime bassiste telles qu'on pouvait les trouver également en Irak, par exemple. Vous aviez, là, c'était en Irak, la minorité sunnite groupée autour de Saddam Hussein qui dominait une majorité arabe chiite et kurde qui composaient les deux autres parties du pays. Donc un rapport d'une minorité avec une majorité. Et pour ce qui était de la Syrie, c'était les Alaouites qui représentent entre 8 et 9% du pays qui dominent la majorité sunnite qui représente 75% du pays. Donc l'équilibre en Syrie a toujours été, et c'est toujours là qu'il a fallu le trouver, avec des épisodes particulièrement sanglants qui ont lieu au fil des années. Oui, j'avais rencontré Bachar el-Assad en 2014 pour Paris Match. C'était un moment d'ailleurs assez critique puisque l'État islamique avait conquis une grosse partie du pays, avait conquis aussi, c'était taillé un énorme fief en Irak, et on se posait la question de savoir est-ce que Bachar combat vraiment l'État islamique. Nous, on a fait une coalition, etc., etc. Le danger, c'était de se dire, est-ce que, voilà, le plus grand danger, c'est l'État islamique. Est-ce qu'on s'allie ou non avec Bachar, en fait? Voilà, des alliances de circonstances. Les Russes sont intervenus à l'époque, il faut le rappeler, ont sauvé le régime, mais ils ne sont pas intervenus cette fois-ci, un petit peu comme si ils se désiraient se désengager de cet endroit, peut-être pour se reconcentrer sur la guerre en Ukraine. Et il y a la Libye aussi maintenant, qui est visiblement un nouveau terrain. Voilà. Pour les Russes, parce que les Russes, évidemment, c'est l'Afrique. Parce que nos déboires en Afrique ont fait que les Russes ont gagné des positions. Mais justement, à propos de la diabolisation, là, on a quand même un exemple sous nos yeux, extrêmement parlant. Le leader de Tahrir al-Sham, terroriste hier, combattant de la liberté aujourd'hui. Oui, ça c'est le paradoxe. Hein. Vous savez, on a déjà eu la séquence... Avec sa tête mise à prix par... bien sûr, 15 millions de dollars sur sa tête. Personnage qui, il faut le rappeler, a fait partie des militants d'Abu Musab al-Zarqawi en Irak, donc Al-Qaïda en Irak, parmi l'organisation les plus sanglantes de l'histoire du terrorisme. Ensuite, a côtoyé en prison le futur calife de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, avec qui il a véritablement été porté sur les fonds baptismaux Daesh. Ensuite, avant d'en faire scission et de revenir du côté d'Al-Qaïda. Donc voilà le personnage qu'on a à la tête de la Syrie. Et qui est présenté maintenant comme un inclusif, qui respecte les minorités, etc. Moi, je rappelle toujours, même si comparaison n'est pas raison, mais le 15 août 2021, on nous a dit à peu près la même chose avec l'arrivée des talibans au pouvoir à Kaboul, en nous disant mais ils ont changé, on parlait d'inclusivité, on parlait de personnages de l'opposition présents dans le nouveau gouvernement, on avait même évoqué l'idée la possibilité qu'il y ait une femme. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus le droit de se parler entre elles dans la rue, elles n'ont plus le droit de parler d'écouter de la musique, des fenêtres, des fenêtres, voilà, qui peuvent sur les endroits où elles vivent. Donc c'est l'enfer. Et c'est l'occultation totale de la moitié de la société. Et là, on voit bien qu'on est dans cette phase de séduction où on va mettre la charia, mais on respecte les minorités. Il n'y a pas de femmes non plus, vous inquiétez pas. Et puis, on oublie tout ce qui a été fait par ces terroristes. Et puis surtout, on oublie un substrat de la société syrienne qui me paraît très fondamental. C'est cette idée qu'en Syrie, c'est peut-être le pays au Moyen-Orient où la laïcité, telle qu'on l'aime à la française, justement, a fonctionné. Il y avait disons que la donne religieuse n'a jamais été la définition principale d'un Syrien. Quand vous allez en Irak et vous êtes, par exemple, vous conversez avec quelqu'un, vous avez parfaitement le droit de lui demander s'il est sunnite ou chiite. La personne vous dira à quel groupe ethno-religieux elle appartient. En Syrie, pas du tout. Le Syrien de Damas, vous lui demandez si t'es sunnite, t'es chiite.
Non, je suis syrien. Ça ne se fait pas de demander ça. Et là, justement, la preuve de l'avancée du sectarisme, c'est qu'un certain nombre de militants d'Ayat Tahrir al-Sham, en dépit de ce que peut dire Ahmed al-Shara, son nouveau nom, il a changé de nom. Voilà. En dépit de ce qu'il peut le dire, eh ben, on interroge les gens dans la rue pour leur demander s'ils sont chrétiens ou non. Voilà. Et on a vu des scènes de lynchage des anciens militaires, donc un vrai problème. À propos de la diabolisation aussi, on parlait de Gaza, on a vu des crimes de guerre à répétition, il n'y a plus d'hôpitaux à Gaza, il n'y a plus d'écoles, tout a été rasé, il y a des dizaines de milliers de morts civiles, n'en déplaise à notre invité précédent. Pourtant, la communauté internationale, l'Occident moral, a eu du mal à condamner Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, même s'il est maintenant recherché par la Cour pénale internationale, la France le laisserait venir volontiers. Alors la France a eu une position très ambiguë parce qu'au départ, je crois elle avait dit qu'elle l'arrêterait. Les Polonais ont d'ailleurs, il n'ira pas aux 80 ans de la libération d'Auschwitz parce que les Polonais ont dit bah non, on l'arrêtera. La France a dit au départ qu'elle l'arrêterait, puis finalement, on a appris que pour le fait qu'on remet en cause ça serait lié justement à l'accord de cessez-le-feu qui a été conclu avec le Hezbollah pour terminer la guerre dans laquelle la France... C'était le Liban qui était dans la balance. La France a récupéré une forme d'influence diplomatique avec les États-Unis et que ça aurait été une des clauses non édictées, en fait, des sous-entendus. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. En tout état de cause, oui, on est nous dans un tel état de faiblesse qu'on ne peut rien employer, rien. Voilà. Pour ce qui est de Gaza, c'est vrai que la question se pose et que la question est quand même de savoir aujourd'hui, l'étendue des dégâts, les 40 000 morts ou plus. Je pense que la communauté internationale en a parlé, l'ONU en a parlé. Il y a plein qui ont témoigné de ce qui se passe. Et puis il y a eu quand même, en dépit de tout ce qu'on a pu raconter, un véritable impact qui fait qu'aujourd'hui Israël n'est pas du tout certain d'avoir gagné cette guerre, en tout cas en termes d'image et en tout cas en termes d'image à l'international. Oui, alors ça, le crédit, oui, a beaucoup perdu. Et puis le risque aussi d'une guerre éternelle avec les générations qui vont vouloir venger leur famille. C'est le problème. Qui va perpétuer la masse sur la survie d'Israël d'un côté, qui était clairement mise en cause le 7 octobre. Et cette survie, à quel prix? Et pour faire quoi? Pour se faire des centaines d'années d'opposants. Comment se faire des ennemis pour 1000 ans? C'est ça la vraie question. Moi, je ne suis pas persuadé que même si Israël a frappé le Hezbollah et le Hezbollah est anti-israélien et ça fait partie de la guerre, mais que l'intervention au sud Liban était nécessaire. Je crois que beaucoup d'Israéliens d'ailleurs n'en étaient pas convaincus non plus, que ce cavalier seul que Benjamin Netanyahou a opéré un petit peu partout dans le Moyen-Orient jusqu'à l'Iran, on ne sait pas pour le moment. Mais est-ce qu'il y a un cadrage de Trump, justement? C'est là où l'arrivée de Trump peut avoir un effet positif, puisque... Alors, le même Trump a quand même déjà proposé de frapper les installations militaires iraniennes au cas où l'Iran obtienne la bombe atomique. Il est clair que l'Iran est en phase d'obtenir la bombe atomique. Elle a enrichi jusqu'à 27 fois la quantité d'uranium. Je crois qu'actuellement, l'Iran possède une 50aine de kilos d'uranium. Donc, 27 fois la norme autorisée par l'accord de Vienne, donc du JCPOA, duquel Trump s'était retiré, mais si vous voulez, c'était le premier accord qui permettait aux inspecteurs de l'AIEA d'aller voir et de vérifier que l'Iran n'enrichissait pas de nucléaire. Donc là, elle a largement dépassé ce stade au point que même les experts américains considèrent que l'Iran est capable de produire au minimum 3 bombes nucléaires. Maintenant, dans une semaine, dans un mois, c'est difficile à dire. On va continuer de parler de géopolitique et de ces diables qu'on voudrait nous vendre dans le jeu d'échecs mondial avec notre invité Régis Le Sommier. Si vous souhaitez réagir, 0826 300 300, à tout de suite sur Radio. L'invité. On se retrouve pour continuer notre conversation avec Régis Le Sommier, reporter de guerre, directeur de la rédaction du média Omerta et auteur de Qui est le diable, l'autre ou l'Occident aux éditions Max Milo. La diabolisation, vous me le disiez hors antenne, elle
elle arrive, elle va. Enfin, on peut commencer en étant un champion de l'Occident et finir diable, ou commencer diable et finir combattant de la liberté. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on bascule du côté des sanctions américaines, puisque généralement, c'est ça qui fait que vous êtes un diable. Alors, il n'y a pas que les sanctions. Alors, il y en a qui font des allers-retours. Le premier que j'ai utilisé, qui me paraît emblématique au niveau de l'histoire, c'est Staline. Staline, qui fait la révolution bolchevique, qui s'installe au pouvoir après la mort de Lénine, fait les purges, envoie à la mort des millions d'Ukrainiens et affame les campagnes. Cette famine bien sûr. en Ukraine. Ce Staline-là, c'est le diable, évidemment, c'est le bolchevique avec le couteau entre les dents, et vis-à-vis de la communauté internationale, il est désigné comme tel. Arrive la Seconde Guerre mondiale, et là, il y a un diable plus dangereux, désigné plus dangereux, qui est Hitler, donc tout à coup, Staline n'est plus diable. Et puis, 45, comme on sait que de toute façon, le grand affrontement aura lieu, et la guerre froide va s'ouvrir, Staline redevient le diable. Et ce qui est très intéressant, parce que à partir de 45 jusqu'en 1991, ça va être très confortable internationalement, je vais dire. Parce que d'abord, le traité de Yalta ne sera jamais remis en cause. C'est-à-dire que la Grèce, malgré ses partisans communistes, restera du côté occidental. La Pologne restera, malgré son souhait d'échapper à l'emprise de la Russie, restera dans le glacis de l'Est. Et en fait, Yalta ne sera jamais remis en cause. Ce qui fait que pour nous, ça a été très intéressant, très confortable et très commode de nous construire finalement une identité à travers la liberté, à travers le libéralisme, à travers la démocratie. Quand on savait que en face c'était le royaume des ténèbres, le royaume de l'esclavage. On retrouve ça aujourd'hui. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu un moment de dégel, on va dire. Boris Eltsine, qui était totalement aligné sur les intérêts américains occidentaux. Poutine, qui commence en se disant mais on va jouer, on va voir si ça peut bien se passer, qui fait partie du G8 à l'époque, pas G7, G8, qui parle même de rejoindre l'OTAN à cette époque-là. Et puis aujourd'hui, on a un Poutine diable avec l'Ukraine, mais ça avait commencé avec la Crimée également, et puis ce qu'on disait sur le théâtre africain avec Wagner, et on se retrouve dans une configuration guerre froide. On voit l'Union européenne aujourd'hui essayer de déstabiliser des pays comme la Géorgie, la Bulgarie, la Roumanie, où on remet en cause une élection au nom de ces fameuses valeurs, comme si c'était à nouveau la guerre froide. Et c'est assez terrible. L'exemple le plus incroyable est la possibilité évoquée. Et c'est intéressant parce que vous faites allusion donc à des hommes politiques, mais je pense c'est un complexe politico-médiatique. Il y a ce que Pierre Conessa appelle le complexe militaro-intellectuel. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des alliances qui se font avec comme porte-parole des hommes politiques, mais aussi des journalistes, et une narration. C'est très important parce que on n'est plus dans les faits, on est dans la narration. C'est-à-dire qu'on s'intéresse pas à l'origine d'un conflit comme celui en Ukraine. On remonte pas à 2014, on remonte pas aux accords de Minsk, on remonte pas à ce qui a pu se passer avant, ni même à l'effondrement de l'Union soviétique. On y voit une agression qui est réelle. Oui, les chars russes ont passé la frontière. C'est évident, mais dans l'explication, on va le mal qui attaque le bien. Voilà. Et c'est intéressant parce que à partir du moment, et c'est là où, si vous voulez, moi, mon souhait le plus cher en ayant écrit ce livre, c'est qu'on respecte le droit international et que les journalistes respectent la charte de Munich, c'est-à-dire puissent mettre en cause et puissent faire leur travail réellement. Or aujourd'hui, et vous le savez très bien, Alexis, à partir du moment que je prends 3 exemples, l'Irak, la Libye, 4, l'Irak, la Libye, la Syrie et l'Ukraine, il se passe une période au moment où ces conflits démarrent, où vous avez une narration officielle, vous ne pouvez pas vous en écarter. Si vous vous en écartez, vous êtes considéré comme l'allié du mal. Ouais, du mal, ouais. C'est-à-dire que pour Saddam Hussein, moi c'est des expériences que j'ai vécues. J'étais à la rédaction de Paris Match, jeune reporter à l'époque. Vous aviez Dominique de Villepin et Jacques Chirac qui guerroyaient bec et ongle pour faire entendre raison aux États-Unis de ne pas s'engager dans cette guerre. Et vous aviez à l'époque la plupart des rédacteurs en chef de Paris Match et d'autres grands médias qui étaient pour l'intervention américaine. On était alignés sur cette intervention, même si nos propres dirigeants
dirigeants avaient cette posture, je dirais, incroyable et de courage à l'époque de ne pas aller dans le sens des États-Unis. Pour la Libye, c'est un peu plus compliqué puisque c'était nous qui étions aux commandes, mais c'était pareil. Kadhafi, tout à coup, qu'on avait utilisé comme gardien de la frontière de notre frontière sud de l'Europe, qui nous avait rendu un tas de services. Bon, il avait quand même été un des maîtres du terrorisme international dans les années 70 avec Carlos, etc. Mais si vous voulez, il était revenu en odeur de sainteté. Il avait même abandonné son programme nucléaire, fait que les inspecteurs de l'ONU avaient pu constater le démantèlement de ce programme. Et tout à coup, il devient le nouvel Hitler. Il faut s'en débarrasser. Il y a toujours cette... et à partir du moment où il faut se débarrasser du dictateur, ou qu'il est devenu méchant, et que il faut... c'est comment... je dirais un bienfait que nous faisons à la planète d'intervenir, eh bien, plus personne ne peut contester. Ça dure en général quand la narration commence à connaître des problèmes, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne se réalise pas, ce qu'on a prédit, l'effondrement de la Russie, la victoire de l'Ukraine, tout ce qui a été là, oui, il y a un vrai flottement dans le narratif sur l'Ukraine, puisque on voit à la fois des reportages sur les médias traditionnels, des désertions, des campagnes de recrutement extrêmement violentes, du fait que la population se prépare à arrêter parce qu'elle n'en peut plus. Et de l'autre côté, vous avez certains plateaux télé où on continue sur la propagande. Vous allez voir, ça va gagner. Souvenez-vous, je fais un petit laïus sur l'Ukraine, enfin petite parenthèse. On a évoqué la question des djihadistes recyclés en combattant de la liberté, en démocrate avec une cravate. Mais il y a eu la même chose en Ukraine avec Azov, avec les néo-nazis ukrainiens qu'il ne fallait pas évoquer, où il fallait dire mais non, mais ils sont minoritaires, ils n'existent pas, tout ça c'est terminé, etc. C'était quand même problématique, c'est quand même des gens qui étaient sur la liste américaine des groupes terroristes, Azov. Donc là, tout à coup, parce qu'ils sont dans le camp du bien, ou qu'ils sont dans le nôtre, ils sont lavés plus blancs que blancs. Donc ça, fait partie de la narration, et cette narration, elle doit, pour moi, s'opposer au travail journalistique réel, qui est de constater, de dire, et de continuer à le faire. Or, il y a une période, à chaque fois, pendant ces conflits, on ne peut pas le faire. Or, c'est précisément dans cette période que le public devrait être informé sur les vrais enjeux, que le public devrait savoir vraiment, nous sommes en démocratie, nous sommes capables d'affronter la vérité, on n'a pas besoin de se laisser porter. C'est la force de démocratie. Mais c'est là où l'inversion est totale. C'est aujourd'hui les démocraties qui demandent la censure. Sur les réseaux sociaux, X, Facebook, etc. Vous vous souvenez quand X a été interdit en Russie ? On disait c'est la dictature. Aujourd'hui, on demande l'interdiction de X au nom de la liberté. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Sachant que ceux qui demandent ça font partie quand même de fondations financées par George Soros. Bien sûr. On voit qu'il y a quand même une guerre de milliardaires là, à l'échelle de la planète. Il y a le bon milliardaire, il y a le mauvais milliardaire. Et il y a la bonne ingérence et la mauvaise ingérence. Et là, on le voit, mais c'est quand même impressionnant. Et justement, cette peur de X, avec ces gens qui ont décidé de quitter la plateforme le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump, est-ce qu'elle vient pas du fait que Elon Musk prône un journalisme citoyen avec les notes de la communauté en disant mais vous pouvez en temps réel dire que ça c'est de la propagande, que ça c'est faux, que ce qui est dit n'est pas juste, et recadrer la parole sur ces réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça qui fait peur à ceux qui avaient le droit à la parole autrefois, politiques, journalistes, etc. Je crois que les chiffres sont assez clairs quand X n'appartenait pas à Musk, 2/3 des idées qui étaient véhiculées étaient plutôt du camp démocrate aux États-Unis et 1/3 côté républicain. Je crois que la présence de Musk a rééquilibré à peu près les sensibilités sur ce réseau. Alors c'est un réseau qui, nous y sommes tous les deux, on le sait, peut-être ultra violent. Qu'il y a on le sait. On le sait. Maintenant, c'est pas. Je pense pas que l'arrivée de Musk a permis que on ne fasse pas la chasse à certaines idées ou à certaines orientations sur ce réseau parce que elles ne correspondent pas à une idéologie officielle. Et comme il y a eu la censure à l'époque de la campagne de 2020 de l'ordinateur portable d'Hunter Biden, c'était vraiment une censure en pleine campagne politique qui est connue pour avantager un camp et documentée aujourd'hui. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est ce qui pousse Elon Musk à acheter Twitter à l'époque en se disant mais il y a un truc qui cloche. Et il sort les Twitter Files immédiatement dès qu'il achète Twitter pour montrer l'ampleur de la manipulation. Parce que là, ce qui s'est passé avec les fact-checkers avec Facebook, Meta qui dit on arrête avec les fact-checkers. Donc en fait, le linge sale est en train d'être lavé en famille et on se rend compte du degré. On imagine même que il y aurait de l'intelligence artificielle. J'ai lu ça dans Atlantico.
qu'il y aurait de l'intelligence artificielle qui aurait été utilisée pour orienter justement les choix déjà en fonction des sensibilités politiques. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment qu'on on a mis des réseaux sous surveillance pendant très longtemps, avec une ampleur beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait. Donc on a trompé les gens. Voilà. Ouais, c'est vraiment et aujourd'hui, moi ce qui m'étonne dans la séquence qu'on est en train de vivre, c'est cette inversion accusatoire des démocraties qui demandent la censure, qui réclament la censure d'un espace de liberté de parole. Alors déjà encadré par la loi, hein, il faut le rappeler. Vous avez des comptes qui sont censurés, vous avez des gens qui ont été condamnés même en procès pour des campagnes de diffamation, de harcèlement sur ces plateformes. Donc pourquoi demander toujours plus de censure? Écoutez, c'est très étonnant, et il y a quand même quelqu'un, je vais juste l'évoquer dans cette qui me paraît vraiment symptomatique et emblématique de tout ça, c'est Thierry Breton. Alors Thierry Breton, lui, à son niveau de commissaire européen, lui, donc, qui justifie l'interdiction des élections donc en Roumanie, enfin, et il imagine d'ailleurs que si les élections porter, voilà ce qu'il dit, en Allemagne, l'AfD au pouvoir, il faudrait aussi faire la même chose. Donc vous avez un personnage qui parle de censure, qui veut interdire les élections, et qui, hier on l'a appris, va siéger au board de Bank of America. C'était mon édito, je parlais de la carrière incroyable de Thierry Breton. C'est fou. Il vient nous parler d'ingérence, et lui va siéger au board d'un groupe américain. Il l'avait déjà fait, et il avait été aussi à la tête du board de Rothschild. Enfin bref, il a fait il n'a pas le droit, normalement, il y a 2 ans. 2 ans, voilà. C'est pour dire que vraiment, là, il n'y a plus rien qui tient, en fait. C'est ça. Les règles n'existent plus. Ursula von der Leyen. Alors, c'est assez drôle parce que si on parle de censure et d'Union européenne, on voit bien qu'il y a 2 écoles, et Ursula von der Leyen n'est pas du côté de la censure. On la sent très gênée avec cette histoire de DSA et de censure de X. Elle ne prend pas la parole sur ce dossier, et je ne pense pas qu'elle soit d'accord avec Nathalie Loiseau, Aurore Lalucq, les députés européens français qui vocifèrent pour la censure. C'est à souhaiter. En tout cas, ça serait intéressant qu'elle s'exprime, parce que elle ne le fait pas. On a vu que voilà, il peut y avoir, on est dans une sorte de prise on est dans un bras de fer là. L'arrivée de Trump indique ce bras de fer, indique un vent de panique chez ces élites qui ne savent pas trop comment se positionner. Mais si nous, Européens, si l'arrivée de Trump a un avantage pour nous, ça sera peut-être d'essayer de nous organiser. Mais on ne peut pas s'organiser en continuant avec cette idéologie qui finalement a conduit à notre perte à pas mal de niveaux, à créer des institutions supranationales qui sont perçues par la plupart des populations comme illégitimes. Oui, mais on n'arrive pas à aimer l'Europe. On n'arrive pas à l'aimer. Du gouvernement, Sophie Primas, qui répondait à Fabien Rive de Off Investigation, qui disait, mais dans les cahiers de doléances des Gilets jaunes, il y a quand même cette question du Frexit, de l'appartenance à l'Union européenne qui revient. Est-ce qu'on pourrait faire un référendum sur ce thème? Et elle balaie d'un revers de main en disant, il n'y a pas à en parler, on est membre fondateur, on a besoin de l'Europe, point, passons à autre chose. Mais on nous dit, nous Français, vous êtes membre fondateur de l'Europe, vous devez être exemplaire. Du coup, on est obligé de rester dans le réseau électrique européen avec le coût de l'énergie qu'on paye, alors que l'Espagne et le Portugal ont obtenu des aménagements. Donc nous, voilà, parce que au nom de cette exemplarité qui sert surtout à l'Allemagne, il faut regarder les choses en face, eh bien on est contraint, on est en fait à la fois les béni-oui-oui de l'histoire, c'est-à-dire on est ceux qui vont être pressurisés, et en même temps on nous demande de rester les bons élèves. Ouais. On va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant avec notre invité Régis Le Sommier sur Sud Radio, 0826 300 300 si vous souhaitez poser des questions ou réagir dans le dernier quart d'heure de notre émission. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour cette dernière partie d'émission avec Régis Le Sommier, reporter de guerre, grand reporter, anciennement à Paris Match, aujourd'hui directeur de la rédaction d'Omerta, qui a écrit ce livre aux éditions Max Milo, qui est Le diable, l'autre et l'Occident. Et dans ce livre, c'est vrai, on parle des diables à l'international, et pourtant il y a un diable à nous, qui nous a quittés récemment, Jean-Marie Le Pen, qui a été diabolisé, et qui d'ailleurs était fier d'avoir cette position d'une certaine façon, qu'on rajoutait dans la provocation. Pourquoi vous en parlez pas dans le livre ? J'en parle pas parce que d'abord mon éditeur m'a demandé de rester concentré sur l'international. Il y avait déjà beaucoup de chats à fouetter, voilà, plutôt que de reprendre les histoires internes. Mais comment on va dire la rhétorique diablesque, ou en tout cas diablotine ou diabolisante, voilà, est aussi valable en politique en France. Et avoir un diable comme Le Pen, ça a été confortable pour des générations
génération d'hommes politiques et de droite comme de gauche. Mitterrand avait fait monter le FN pour conserver le pouvoir. Enfin, il y a tout ce jeu effectivement qui a été fait avec Le Pen, qui se retrouvait. Alors, on a dit Le Pen, oui, il voulait pas vraiment le pouvoir. En fait, il aimait bien cette posture, on va dire. Presque quasi libertarienne en fait, un art de droite qui homme de principe, homme de conviction, homme de courage, ayant quitté l'Assemblée nationale pour aller combattre, etc. Donc ayant une personnalité, mais sur lesquelles effectivement on pouvait calquer ou apposer le mal pendant effectivement des dizaines d'années. Sa fille, c'est intéressant d'ailleurs, ayant repris la boutique, n'ayant eu de cesse depuis qu'elle l'a reprise de dédiaboliser. Donc quand on utilise ce terme dédiaboliser, ça veut dire que vraiment à la base il y a un diable. Je crois néanmoins pour disculper Le Pen aussi peut-être de ce que je viens de dire, c'est que Trump a fait la même chose mais 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, et ça a marché. Trump a repris le roman national américain comme Le Pen l'avait fait, sauf que Le Pen à l'époque était plus dans une idée de dire ce qui allait se passer plus qu'aux portes du pouvoir en réalité. Donc c'est le problème d'avoir eu raison sur pas mal d'enjeux. Je parle des enjeux sécuritaires ou migratoires qui sont quand même au cœur des préoccupations de l'électorat du RN et d'autres électorats en France d'ailleurs. Mais après c'est vrai qu'il y a eu quand même ce tampon d'antisémitisme, de racisme qui l'a empêché d'aller plus loin, évidemment, puisque ses prises de parole et de position l'ont disqualifié. Donc lui-même a participé. Personne n'obligeait à faire les durafours crématoires et autres comme on formule qui tout à coup et il les a renouvelés au fil de sa vie, au point que je vous dis, certains ont imaginé, se sont dit peut-être qu'il ne voulait pas le pouvoir, peut-être qu'il était très heureux de gérer un capital électoral sans espérer accéder, et que même au moment de son accès au deuxième tour à la place de Lionel Jospin, il est un peu surpris. Il est un peu surpris et il n'assume pas complètement, il n'est pas heureux, on le voit sur son visage au moment où on apprend, il s'attend pas à y être, et là il se dit potentiellement je vais peut-être y accéder, et je pense que là il y a un peu un refus d'obstacle. Clairement, c'était difficile de passer d'un micro-parti à un parti de pouvoir. Mais ça peut être confortable d'être le diable. Justement, le Rassemblement national aujourd'hui de Marine Le Pen reprend d'une certaine façon ce rôle de diable, mais alors beaucoup plus soft, on va dire, mais d'opposant politique ultime, en disant tout ce qui unit les partis, que ce soit le PS, LR, etc., c'est cette lutte contre les idées du Rassemblement national. On a entendu François Rebsamen dire je ne respecte pas les idées du Rassemblement national. Donc ça reste quand même. C'est ce qui va probablement permettre à Marine Le Pen d'accéder au pouvoir, je pense. C'est-à-dire celui qu'on n'a pas essayé, à condition, seul contre tous, parce qu'il y a un peu seul contre tous, le fameux UMPS qu'on avait appelé avant. Je pense par contre que l'écueil possible, c'est la dédiabolisation à ce stade, puisqu'on voit que si on prend l'exemple américain, ce qui a fonctionné avec Trump, c'est de rester fidèle. Il s'est radicalisé, il est resté fidèle aux Trumpistes et pas aux républicains. Donc avoir créé une nouvelle forme politique et de rester droit dans ses bottes et de ne pas non plus, il ne faut pas que l'électeur du RN ou celui qui pourrait voter pour Marine Le Pen, je pense en termes de stratégie électorale, que le parti à la tête, avec à sa tête Jordan Bardella, donne l'impression d'être une sorte de macronisme un peu de droite. Oui, mais c'est ça. Voilà. C'est la stratégie qui est prise aujourd'hui sur les positions européennes. Je suis pas certain que ce soit la meilleure stratégie. Voilà. Électorale du moins. Oui, tout à fait. Ça reste à voir. Et puis Marine Le Pen, qui n'est pas invitée, contrairement à Giorgia Meloni ou d'autres, à l'investiture de Donald Trump, mais Marion Maréchal est invitée, Sarah Knafo et Éric Zemmour sont invités. Enfin, c'est un choix particulier qu'ont fait l'équipe de Trump. C'est un choix particulier.
particulier, alors je crois qu'il correspond aussi à des gens qui les ont approchés. Déjà, je pense que l'équipe de Trump remercie des gens qui ont soutenu Donald Trump. Il n'est pas entendu de remarques particulières de la part de Marine Le Pen, d'un enthousiasme particulier pour soutenir Donald Trump. En revanche, Sarah Knafo s'est déplacée aux États-Unis. Elle a fait on l'a vu, des podcasts et autres, et une prise de parole à New York pendant des semaines avant l'élection. Éric Zemmour avait déjà dit tout le bien qu'il pensait de Donald Trump, et Marion Maréchal était sur cette ligne aussi. Oui, déjà quand même, en 2017, où elle avait invité l'ancien communicant de Trump à un événement à Paris. Oui. Donc c'est des liens qui remontent. C'est des liens qui remontent. Alors, je pense qu'il y a dans l'équipe de Trump aussi pas de naïveté. On invite quand même la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Ça, on sait quand même où on va, on sait quand même que c'est la force principale d'opposition en France aujourd'hui, et que même si Marion Maréchal n'en fait pas partie officiellement, elle a quand même créé son propre parti dans le but d'aider le camp national à arriver au pouvoir, tel qu'il le dit. Merci beaucoup Régis Le Sommier d'avoir fait ce tour des diablotins en politique nationale et internationale. Je rappelle votre livre Qui est le diable, l'autre l'Occident, aux éditions Max Milo. Dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio.